Rachel Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Tandem TV, je suis en compagnie de Galit. Galit qui va nous accompagner, vous poser des questions. Bonjour. Et la première question que je voulais vous poser, je vous ai vu très en colère après cette virulence, cette violence dite par un imam en plein centre de Paris. Il appelait à l'intifada. Alors, toujours en colère ? Oui, toujours en colère. C'est pas une colère qui peut redescendre lorsqu'on appelle à l'intifada, ce mot qui est porteur de la haine, puisqu'on sait ce que ça veut dire l'intifada de manière très concrète. C'est pas un mot philosophique, l'intifada. C'est un mot très concret qui a tué des gens. Et donc là, d'appeler en plein centre de Paris et de tuer des gens sur du long terme, d'appeler l'intifada, c'est en réalité consacrer le fait qu'en France, en plein cœur de Paris, c'est pas simplement contre les Juifs, c'est pas simplement contre Israël, c'est de dire que les citoyens qui ne sont pas d'accord avec les frères musulmans, eh bien, on appelle à les tuer. C'est ça que ça veut dire. C'est en réalité consacrer le fait qu'il y ait en France non pas un peuple comme le prévoit la Constitution, pas un peuple politique autour de notre devise républicaine, mais un autre peuple qui serait légitime parce que c'est de la victimocratie, un peuple victime du fait de la colonisation, du fait de l'apartheid, du fait du génocide, du fait de n'importe quoi, et qu'en réalité, si on n'est pas avec ce peuple-là, on est islamophobe, et donc on a le droit de mettre des cibles dans le dos de cet autre peuple qui est en réalité le peuple français. C'est horrible. Mais il y avait des signaux faibles. Les signaux faibles, on parle de ces imams des caves, de ces imams qui étaient dans la clandestinité et qui prononçaient eux aussi des paroles très revendicatives, anti-républicaines, antisémites. Bref, il y avait tout ça déjà qui était dans la marmite, sauf qu'elle n'avait pas encore débordé. Maintenant, il semble qu'il y ait une espèce de libération de la parole, une émancipation du mal, et finalement, on s'autorise, où que ce soit, quel que soit d'ailleurs le contexte, de vouloir intervenir. Oui, mais en fait, pour vous répondre, je me bats depuis de nombreuses années par rapport à ces signaux faibles. Et vous savez, c'est Lacan, à chaque fois je répète cette phrase, il n'y a pas de malentendus mais des malentendants. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que quand j'écris ma mémoire d'afro-yiddish par rapport à Dieudonné en 2014, lorsque j'écris Les grandes et les petites choses en 2016, lorsque j'écris Racé en 2021, c'est pas simplement par rapport aux frères musulmans, c'est aussi par rapport à leurs amis, les frères musulmans friendly, c'est-à-dire le Hamas friendly, c'est le wokisme et tout ça. Toute cette victimocratie qui est très perfide parce qu'en fait, elle veut prendre le pouvoir pour diviser, pour insuffler de la haine et surtout pour tuer. Et comme les gens ont peur, en fait, et donc il y a un silence, donc il y a une libération de la parole, et un silence à côté qui devient un silence qui tue à la fin. On a eu ces professeurs Samuel Paty, Dominique Bernard, mais c'est la même chose en fait. C'est un silence qui est terrible parce que au lieu d'être bien debout, bien droit, debout face à ça, cette haine, les gens se replient. Alors se replient de manière communautaire, mais aussi se replient de manière très personnelle. Et dans la rue, s'il y a quelque chose, ils ne réagissent plus. Donc oui, j'alerte. Malheureusement, je sais que personnellement, j'ai été préparée parce que j'ai eu toutes ces attaques pendant toutes ces années. C'est vrai, Dieudonné, Médine, Rima Hassan, etc., que je sais. Je continuerai d'alerter. Mais ce qui est terrible, c'est de se dire qu'on alerte, qu'on a l'impression parfois, pardon de l'expression, de pisser dans un violon et qu'on a l'impression qu'on va dans le mur, on y va droit et que personne... Il n'y a pas ce sursaut en fait collectif qui fait qu'on arrête ce qui est en train de se passer. Alors, Rachel Kahn, vous expliquez très bien dans votre dernier livre cette inversion des valeurs, de toutes ces valeurs qui ont fait la République et qui aujourd'hui s'inversent avec le wokisme, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible de lutter contre ça, puisque tout ce mouvement de se permettre d'appeler à l'intifada dans les rues de Paris aujourd'hui en 2024, c'est non seulement une mode, mais au-delà d'une mode, on a l'impression que c'est une sorte de romantisme, c'est une sorte de lutte romantique et que finalement,
les gens en tout cas ceux qui adhèrent à ça, ne se rendent pas compte que, comme vous disiez tout à l'heure, ce sont des mots qui tuent concrètement, mais ils sont dans une espèce de romantisme un petit peu complètement désuet, complètement décalé. Ils sont persuadés de lutter pour la liberté quand ils applaudissent dès demain ce genre de discours. Comment est-ce qu'on lutte contre ça aujourd'hui ? Comment est-ce que le gouvernement français, en tout cas le futur à venir ou même celui qui était là, comment est-ce que l'État français peut lutter contre ça finalement ? Il y a plusieurs choses dans votre question. La première chose, là on en parle parce que c'est l'intifada, mais toutes ces personnes qui sont tristes d'être nées trop tard. On a un Jean-Luc Mélenchon qui est triste de ne pas être né en 1791, parce qu'en fait, lui, il croit qu'il est Robespierre. On a eu c'est Rokhaya Diallo, c'est Assa Traoré, qui étaient tristes d'être nés dans les années 70-80 et pas en 1950 en Alabama, parce qu'elles se pensent Angela Davis, elles pensent qu'elles sont Rosa Parks, d'autres pensent qu'ils sont Che Guevara. Donc en fait, ils se pensent des révolutionnaires, alors que non, on est à Paris en 2024, et effectivement, certaines personnes pensent qu'ils vont faire l'intifada en Europe, et avec leur colère intérieure. Effectivement, je suis d'accord avec le mot romantisme. Ils se pensent des révolutionnaires dans leur confort et dans leur salon, avec des nombres de clics sur TikTok et sur X Twitter. Je pense que par rapport au gouvernement, c'est pas une question de gouvernement. À l'époque de la Shoah, c'était justement les États qui avaient établi et consacré des lois antisémites, les lois juives, l'étoile jaune, la ségrégation, etc. Aujourd'hui, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est le peuple, c'est les jeunes, c'est la méthodologie. En fait, elle a d'abord commencé dans les associations culturelles, sportives, à l'école, dans les facs, pour que ce soit la société. Et en fait, je pense que le véritable ressort, il vient. Évidemment, l'État accompagnera la société civile. Quand on a des silences dans le métro, alors que certains insultent les Juifs ou libèrent leur haine du Juif et qu'il n'y a rien, je pense que c'est un véritable chemin citoyen, mais concret, qu'il faut établir. Et ça, c'est comme l'écologie. C'est-à-dire que autant on pense à fermer le robinet quand on se brosse les dents, l'antisémitisme, c'est pareil. Le moindre geste sur les réseaux sociaux, le moindre regard déplacé ou autre, je pense que tout le monde doit être en responsabilité. Alors, moi, ce que vous me dites, ça me rend optimiste, finalement, parce que j'ai l'impression que depuis le 7 octobre, si les États, en tant que tels, n'ont pas toujours soutenu Israël comme ils l'auraient dû, j'ai l'impression que les peuples, la majorité des peuples, l'a fait. Oui. Et d'ailleurs, on a vu quelque chose la semaine dernière, je ne sais pas si c'est à Grenoble ou c'est en région parisienne, de ce jeune juif religieux qui était dans un bus en kippa et qui s'est fait agresser. Et c'est un voyageur du bus qui l'a aidé et qui l'a finalement protégé. Donc ça, ce que vous me dites, moi, ça me rend plutôt optimiste. Si le sursaut... On a des héros. On a des héros. Oui, depuis le 7 octobre, on a perdu beaucoup d'amis. Bon, on savait, hein, ceux qui détournent le regard, ceux qui font l'autruche ou l'Autriche, comme ça. Mais on les sentait déjà. Bon, après, je crois qu'on a gagné des amis très très chers, très très forts dans l'adversité. C'est là où les amitiés, c'est là où la fraternité se révèle aussi. Il y a quelque chose qui vous est cher, c'est la jeunesse. Ouais. Vous venez d'une ville la plus tranquille du monde, C'est presque. Tours. Oui. Et pourtant, à Tours, c'est là-bas que aussi règne le wokisme dans l'université. Une professeure d'anglais aujourd'hui qui enseigne le genre, la théorie du genre, passe sur des plateaux de télévision et fréquente les Rokhaya Diallo et autres personnes qui ont des choses à dire, eux aussi, enfin elles aussi. Mais moi, j'aimerais vous citer quand même quelque chose qui, bizarrement, ne s'enseigne pas à l'université. Je vais citer le regretté Alexandre Adler. Voilà ce qu'il disait dans la fin des années 90. La paix,
La paix à tout prix, nous clament tant de braves gens qui, en se conjoignant aux lâches, aux amis des brutes et aux antisémites ordinaires, peuvent, s'ils n'y prennent garde, assurer le triomphe des forces du mal et de la régression. On a dit ça dans la fin des années 90 et c'était Alexandre Adler qui était très écouté. Entre-temps, territoire perdu de la République, entre-temps, la prise de décision de Jacques Chirac absolument exemplaire. Et on en est là dans les universités, on en est là finalement à ne pas avoir une jeunesse qui aura été éduquée, qui aura été amenée. Et pourtant, ce n'est pas les voyages au cœur même des camps de la mort qui ont manqué, puisque c'était inscrit dans les départements. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette... Non, je pense qu'il y a eu une démarche incisive, très incisive, de la part en fait du racialisme, parce que toutes les personnes que vous citez sont racistes, hein. Donc elles voient le monde en noir et blanc, elles classent les gens par couleur. Donc en fait, ce que faisait le régime de l'apartheid, ce que faisaient les pires régimes totalitaires, en déshumanisant les gens par rapport à leur couleur de peau, en appelant les gens racisés, donc très incisif, avec de nouvelles idéologies donc écrites, avec certaines règles écrites, donc en faisant croire que tout ça c'est de la sociologie, etc. Et puis de l'autre côté, là où on a manqué, sur la méritocratie, sur la frustration, avoir de la frustration, apprendre à notre jeunesse que d'être frustré, c'est la vie. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir aller s'arracher, pour gagner quelque chose, pour être performant, pour être exigeant, le sport l'apprend très bien. Si on se met à avoir cette cette idéologique plutôt, parce que c'est pas du tout logique, dans le sport, par exemple, on sort des JO, on fait pas les Jeux Olympiques dans ces cas-là, puisque chacun a son petit bobo, on sort des Paralympiques, avec des héros qui ont voulu écrire leur propre récit face aux accidents de la vie. Là, il n'y a pas d'histoire de racialisme, de lutte ancestrale, de mes grands-parents étaient colonisés par qui, par quoi, etc. Bon, on n'a pas été assez vigilants sur le fait que notre devise est un combat, la liberté est un combat, l'égalité devant la loi est un combat, et j'aime rajouter devant la loi, c'est pas l'égalitarisme, devant la loi, donc c'est-à-dire qu'on soit de n'importe quelle couleur, on a la même loi, donc pas la peine de se chercher des excuses. Et puis la fraternité est un combat. Et ça, c'est difficile parce que la fraternité, c'est un sentiment. Alors, comment on met en place cette fraternité? La laïcité aussi est un combat pour que chacun puisse vivre sa religion. Et on n'a pas été aussi exigeant face aux non-discriminations. S'il y avait eu une politique de non-discrimination juste, on n'aurait pas eu cette culpabilité à ne pas vouloir heurter, à ne pas vouloir offenser. On aurait été droit dans nos bottes face aux politiques de non-discrimination et ça aurait permis de taire ces idéologies culpabilisatrices et qui, au fond, avec la culpabilité, en montrant du doigt les blancs, les machins, etc., les vieux, je sais pas quoi, qui a fait son lit dans les universités. Je suis très triste parce que c'est la fac de Tours, parce que c'était ma fac dans mes premières années, mais aussi parce que mon père a enseigné dans cette fac. Il était en anglais aussi. Et lui, il est arrivé d'un pays où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Il a passé tous ses diplômes, il a tout refait en France. Il est reparti en France à zéro en latin, avec son truc des Senghor. Et lui, il me disait, l'origine de l'homme, c'est la bibliothèque, les livres. Mais ces personnes-là, elles veulent rayer les titres des livres, certains paragraphes des livres, pour ensuite écrire un récit. Quel égocentrisme! Ou alors même dissimuler la pensée. Vous parliez de Léopold Senghor, c'est lui qui disait une vraie civilisation est une civilisation métissée. Mais on oubliait de dire aussi que c'est aussi se connaître soi-même, connaître sa différence. Connaître sa différence, c'est se rapprocher de l'autre. Et finalement, on se rapproche même là de l'étude du Talmud avec l'accueil de l'autre, Kabbalat Panim. Donc finalement, tout ça, ça fait partie de vous. Tout à fait. Mais sur le métissage de Senghor, c'est pas une question raciale, ce qu'il voulait dire. C'était une question de relation. C'est à partir du moment où on s'ouvre à l'autre, dans la relation, on se change et on devient un peuple. En fait, c'est métissé, mais c'est un peuple tissé, où nos liens sont en fraternité. Et ça permet de sortir du chaos. Ces personnes-là, elles ne veulent que diviser, ce qui nous fait plonger dans un chaos extrêmement grave et ce qui permet de dire
place de la République, intifada. Mais ce qui est triste, c'est que ça, ce que vous décrivez là, moi j'ai grandi dans cette France-là. Moi j'ai grandi dans une France, dans une ville qui était Sarcelles, et j'ai grandi dans une France métissée. J'étais dans l'école publique de la République. J'ai pas grandi dans une école, j'ai pas été élevée dans une école juive, dans des écoles juives. J'étais à l'école laïque de la République, où mes amis, c'était des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Français, et on était tous ensemble, et ça nous importait peu. Donc il y a, à un moment donné, on l'a eu ça, on l'a connu. Et on ne s'est pas battu pour. Et on l'a perdu. C'est-à-dire qu'on a cru que c'était acquis. On a cru que c'était complètement acquis. Et malheureusement, c'est un combat de tous les jours. On a oublié, normalement, quand on fait Modahani, normalement, il faudrait faire aussi pour être ensemble aussi. Les Asiatiques aussi avec nous. Et c'était comme ça qu'on construisait les choses et on se taquinait, on se chambrait. Et malheureusement, on a oublié que cette beauté-là pouvait être attaquée. Et on a été attaqué. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en Israël et nous sommes ravis à Tandem TV de vous recevoir ici en Israël. Vous allez donner une conférence donc à Ashdod et vous allez rencontrer donc tous ces gens qui, bien évidemment, sont comme vous, de multiples identités. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on rencontre ces gens-là, on se dit mais on devrait être loué dans le monde entier. Vous parliez, je me rappelle dans une interview, mais Israël devrait être montré du doigt comme l'exemplarité dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'écologie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché qui fait que Israël a une image aussi détournée, aussi pervertie? Parce que ça va à l'encontre des idéologies dont on parlait tout à l'heure. Déjà, il y a Israël, mais il y a surtout le juif, les juifs. Ça serait long pour vous répondre. Parce qu'au fond, on se dit pourquoi nous, mais en réalité, on sait pourquoi. Il y a tellement de choses. Il y a le rapport aux autres, il y a le fait de se remettre en question tout le temps, le rapport au doute, il y a le rapport à la loi. À partir du moment où ces idéologies-là se sentent supérieures à la loi, forcément, quand le sacré, c'est quand même la Torah, c'est quand même le texte, et là, il faut gommer des textes, il faut gommer la bibliothèque. Il y a le rapport à la réalité aussi. Donc, il y a le rapport à la réparation. Il y a le rapport, vraiment, cette réparation, ce travail sur la réparation. Là, il y a le rapport au handicap. En fait, à partir du moment où on a un dogme comme ça, où on est supérieur à la loi, où on ne remet pas en cause, en fait, finalement, on est ce que l'on dit et pas ce que l'on fait. Zéro doute, zéro question de réparation, où tout est quasiment que mensonge et que construction pour avoir du pouvoir, culpabiliser l'autre et être dans la négation de la fraternité, forcément c'est l'inverse du judaïsme, forcément c'est l'inverse d'Israël. Négation de l'autre aussi, négation de l'autre et de la vérité. Et négationnisme, oui. Et négation de l'autre. Parce que effectivement, nous ici en Israël, on s'est senti proche de Samuel Paty, on s'est senti proche d'Arnaud Beltrame, on s'est senti proche de tous ceux qui... Dominique Bernard, à Haute Zaratora aussi. Et finalement, on voudrait, parce que Israéliens, nous ne soyons pas du côté des bonnes gens, si je puis dire, mais que nous soyons insensibles à tout cela, parce que nous avons été catalogués, étiquetés. Alors comment pensez-vous que, alors qu'on peut partager des passerelles, on peut partager tant de choses, et finalement ce tout petit pays, ce minuscule petit pays, reste inaccessible à certaines personnes qui nous empêchent de passer le pont, justement. En fait, vous avez dit l'essentiel. C'est le rapport à la vie. C'est le rapport à la vie, le problème. Notre rapport à la vie. Et surtout, notre rapport à la mort. Vous avez dit Samuel Paty, Arnaud Beltrame, Dominique Bernard, Zaratora, Charlie. Tous ces morts. Aujourd'hui, on sait que l'Occident n'est pas à la hauteur de ces morts. Israël, on voit le rapport à la mort, ce que c'est.
Et on voit de l'autre côté ce qu'est le rapport à la mort. Comment, c'est même pas dans les textes, c'est même pas dans le code pénal international de cracher, de violer des morts même, d'avoir cette négation jusque dans la mort. C'est même pas écrit tellement c'est inimaginable. Alors effectivement, un tout petit pays, et puis vous savez, il y a la jalousie, et puis il faut bien un bouc émissaire. Quand on a, moi j'ai mes origines africaines aussi, je sais ce que c'est que l'islamisation de l'Afrique, je sais ce que c'est. Et mon père sait ce que c'est-à-dire de perdre ses religions ancestrales, de perdre sa langue. Je sais même pas comment on dit bonjour en Wolof. Je sais qu'on dit salam alaikum, mais je sais même pas comment on dit bonjour. Donc c'est quand même quelque chose dans la journée. Donc en fait, d'effacer cet effacement, aujourd'hui plus de 50 pays musulmans à travers le monde, c'est pas de la colonisation ça? Et alors, au niveau des traitements inhumains et dégradants, on raconte dans un récit très précisément l'inverse de ce qui se passe. Il faut laisser Israël tranquille, vraiment. Ce qui est extraordinaire, et je vais passer la parole tout de suite à Galit, c'est que vous savez qu'en Israël, si vous allez à l'université de Ben Gurion, qui travaille en collaboration avec la Guinée, avec toute cette partie du monde de l'Afrique occidentale, eh bien, effectivement, on sait dire le Wolof, et un peu comme votre père, dont vous le disiez dans un livre, je crois, un Wolof dont on peut y mettre un peu de Yiddish, on peut y mettre, et ça fait quelque chose d'enrichissant, d'absolument extraordinaire, et c'est dommage qu'ils perdent cela, parce que c'est eux qui perdent. Ben oui. Et surtout par rapport à la langue, parce que la langue, c'est ce qui fait la relation. Alors, vous disiez tout à l'heure... tout ça, qu'on nous laisse tranquille, etc. Mais finalement, Israël, aujourd'hui, au-delà d'être victime d'antisionisme et d'antisémitisme, elle est surtout victime de cette inversion des valeurs dont on parlait tout à l'heure, puisque l'Israélien, aujourd'hui, il est considéré de manière totalement aberrante et par ignorance totale comme un blanc colonisateur. Ce qui est juste, quand on connaît l'histoire du peuple juif, incompréhensible et complètement, vraiment, encore une fois, aberrant. Puisqu'on serait colonisateur d'un peuple indigène ici en Israël, qui seraient les Palestiniens, qui n'existaient pas encore avant 1967 en tant que peuple, mais on est devenu le blanc colonisateur, et c'est vraiment de ça dont Israël aujourd'hui est victime, et de ça que l'attaque la majorité des populations ignorantes qui manifestent et qui applaudissent ce genre d'imam. De toute façon, à partir du moment où tout est orchestré d'un point de vue idéologique, en disant que tout ce qui relève de l'histoire, c'est un truc de l'homme blanc. Tout ce qui relève de l'humanisme, c'est un truc de l'homme blanc. En fait, vous êtes désarmés dans les arguments. Si on vous dit que la bibliothèque, c'est un truc de l'homme blanc colonisateur, vous ne pouvez plus aller chercher dans la bibliothèque pour savoir la vérité. Donc en fait, on vous désarme pour ne plus avoir d'argumentaire. Et on parlait des territoires perdus de la République tout à l'heure. Le problème aujourd'hui, c'est les territoires perdus de la République numérique, avec cette propagation où finalement, plus vous êtes nul en histoire, plus vous êtes valorisé, puisque plus vous racontez n'importe quoi, vous avez une cote de popularité, de notoriété plutôt, à travers des likes. Et plus vous êtes haineux, et plus la mode, effectivement, c'est de cracher sur Israël et de dire n'importe quoi, plus votre parole va se propager sur Internet, en laissant cette trace Internet, et en la répétant, cette parole devient une vérité. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce wokisme et cette haine viennent des États-Unis, qui est le pays de la ségrégation et le pays de la colonisation. C'est ça qui est le plus dingue. Et justement, ça va être notre dernière question. Il y a aux États-Unis une parole qui se propage dans le monde entier. Elle devrait être exemplaire, elle ne l'est pas. C'est celle de son secrétaire général des Nations Unies et celle aussi de ceux qui ont dirigé et qui dirigent encore l'UNRWA. Et là, on a de cesse d'entendre des attaques absolument ignobles contre Israël et avec un espèce de
de mensonges portés au plus haut des discours et des cénacles, et ne voir finalement aucune réaction réelle, sinon que de voir des conseils de sécurité s'organiser dans les quelques jours qui viennent contre Israël à la demande de pays qui sont eux-mêmes totalitaires. Donc finalement, vous êtes juriste en droit international, vous avez eu le prix des droits de l'homme, vous avez étudié les droits de l'homme. Comment vous, cet athlète qui court, comment peut-on courir encore quand même au-dessus, supranation, l'ONU, on est à ce point indécent? Je cours pas pour me sauver, hein. Je suis bien là. Si ça continue, il va falloir qu'on se réunisse pour prononcer un kaddish pour le droit international. Puisque le droit international, s'il ne s'occupe pas du réel, c'est un droit qui est mort. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, parler de colonisation, parler d'apartheid, c'est ce qui se passait dans les années d'avant. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le terrorisme. Donc ce monsieur-là, lui, il est complice du pire. Parce que lui, il participe à ce que les Juifs aient à travers le monde une cible dans le dos. Donc ça, déjà, c'est pas du tout dans la déontologie du droit international, de l'ONU, de l'UNRWA, etc. Effectivement, se servir des camions de la Croix-Rouge pour être le cheval de Troie, pour prendre des autres, en tout cas, aider les terroristes, c'est quand même totalement l'inverse de notre héritage en droit international, le droit des gens avant et le droit international, René Cassin, etc. Donc, moi, j'ai écrit à Karim Khan, vous savez, une lettre ouverte par rapport à la Cour pénale internationale, puisque le droit aujourd'hui qui devrait s'appliquer n'existe pas encore, et il faudrait que certains États responsables, c'est-à-dire pas l'ensemble des États de l'ONU, mais notamment les États occidentaux et démocratiques, se mettent autour de la table pour rédiger une charte du droit international actuel dont tous les pays occidentaux et démocratiques ont besoin. Et c'est plus cette charte des Nations Unies. Merci Rachel Kahn. Merci vous avez participé vous aussi à des études commandées par l'institution. On espère que vous serez à cette table pour participer à cette nouvelle charte. Nous, ici à Tandem TV, on a été ravis de vous recevoir. Rachel Kahn, vous serez aussi à une conférence à Ashdod. On vous souhaite le plus grand succès. On sait que, de toute façon, le public d'Ashdod vous attend avec impatience. Mais le dernier mot sera pour Galit. Merci beaucoup. Merci Rachel. Merci d'être là, de venir, d'être présente. Et puis merci pour ce combat. C'est très important. C'est la terre qui vous appelle aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.